Très bien, nous allons commencer. Bonjour à tout le monde, bonsoir. Merci donc de votre présence pour cette troisième rencontre sur le son dans l'art contemporain. Je rappelle très brièvement les objets d'étude de nos deux précédentes rencontres. Donc, évidemment, toutes dans le cadre de ce cycle sur son et art plastique. Donc, lors de notre première rencontre, il s'agissait d'abord de vous proposer une mise en perspective historique du son dans l'art contemporain qui traitait de l'art des correspondances, des avant-gardes historiques, futurisme. J'ai ensuite pris l'exemple de ce dadaïste singulier qui était Kurt Schwitters et Fluxus, et du cas enfin, et à titre d'exemple particulier, des enceintes et des haut-parleurs dans l'art d'aujourd'hui. Lors d'une deuxième séance, la fois dernière, c'est plus particulièrement du son au cinéma dont nous avons parlé, après une première partie sur les relations ontologiques, c'est-à-dire de principe, d'essence, entre photographie et phonographie, je vous ai proposé une petite histoire du son au cinéma, plus exactement de la plasticité du son pour les cinéastes. Aujourd'hui, cette rencontre s'inscrira dans une perspective plus ouverte de panorama des pratiques sonores dans l'art contemporain. Donc, après avoir évoqué le sujet du son dans la vidéo, qui prolongera ainsi notre séance de la fois dernière, j'évoquerai l'importance du radiophonique comme art sonore dans les arts plastiques, puis de la fiction, du corps, de la poésie sonore, de la voix et de l'immatérialité du point de vue toujours de la présence du son et de ses pratiques dans l'art actuel. Alors, je vais commencer avec une petite note sur la vidéo. Du film expérimental à l'installation, le son est ainsi devenu, comme au cinéma pour ainsi dire, ça a été d'ailleurs l'objet de grande partie de la séance de la fois dernière, le son est ainsi devenu un autre lieu de l'invention visuelle pour la vidéo. Alors, pour la vidéo et aussi pour le cinéma expérimental. Ainsi, The Weeknd, en 1930, film sonore sans image de Walter Ruttmann, que j'ai cité lors de notre dernière séance, à Michael Snow, cinéaste et musicien, le son apparaît comme déterminant dans un processus où l'espace de projection comme l'espace d'exposition ont toujours été mis en question. De plus, outre le rapport visuel et sonore considéré comme un contrepoint visuel et sonore, étudié encore une fois lors de notre dernière rencontre dans la perspective du cinéaste russe Eisenstein, j'avais insisté sur ce déphasage nécessaire pour la modernité entre l'image et le son. Donc le cinéma expérimental va pour sa part historiquement développer son rapport au son selon deux principales tendances. La première tendance est la création d'une musique des couleurs et d'une synesthésie qui s'opère au moyen de l'abstraction des formes. La seconde est la recherche d'un développement temporel qui s'appuie sur la terminologie, le développement, la trame musicale. Dans cette perspective, dans le passage des arts plastiques au cinéma, chez certains artistes vidéo, le son fera office d'interface. J'étudierai ainsi l'univers de trois artistes plasticiens également vidéastes, Pierre Huyghe, Christian Marclay et Pipi Lotieriste, et à travers leur œuvre, je proposerai trois contributions à cette question des arts sonores. Alors commençons avec Pierre Huyghe, dont vous voyez à l'écran un photogramme d'une œuvre vidéo qui s'intitule Dubbing, 1996. Avec Pierre Huyghe, l'espace et le temps de la narration sont constamment rejoués, et la relation à l'écoute et à la bande-son en est l'un des vecteurs. Il passe par le déphasage, encore une fois on pourrait l'inscrire dans la conception post-Eisenstein, le déphasage donc entre l'image et le son. Donc, dans cette perspective, Dubbing est un film de 1996 et c'est un film composé d'un plan qui réunit 12 doubleurs, filmés en plan fixe, tandis donc qu'ils sont en train de doubler un film d'horreur américain, Poltergeist. On ne voit jamais les images du film, seuls les doubleurs sont filmés. L'image est hors champ. Alors, citons l'artiste présentant son film. Comme les instruments d'un orchestre, il représente toutes les voix qui composent le film original. La vidéo nous montre un plan séquence de toute la durée du film.
Le film original reste invisible, c'est seulement à travers ses interprètes, ici pris dans le sens de doubleurs, acteurs et traducteurs, ainsi que des dialogues défilants, que nous avons accès au récit. Fin de la citation de l'artiste lui-même. Donc une déclinaison d'espace y apparaît clairement. Vous avez le cadre, le hors-cadre, des micros qui rentrent dans le champ, ils soulignent comme des éléments intrus le bord supérieur de l'écran, mais aussi vous avez la porte au fond de la salle et tout le début du film, ce sont les doubleurs qui rentrent. Alors la porte, je reviens un instant sur cette question de la porte dans ce film, parce que c'est intéressant le phénomène de la porte au cinéma. À partir du moment où le cinéma va devenir parlant, ça va vraiment être une interrogation résolue pour les cinéastes, à savoir, la porte dans un film, doit-elle être ouverte ou fermée? A priori, ça paraît anodin, mais ça a des conséquences majeures, parce qu'une porte ouverte suppose qu'on entend ce qu'il y a de l'autre côté de la porte. Et à partir du moment où le cinéma est parlant, de fait, une porte ouverte, ça fait sens, en tout cas, ça fait possiblement intrusion dans le de son, dans le champ de l'image. Du reste, on a toute une série d'œuvres autour de la notion de porte, de son de porte. Dans les arts sonores, vous avez Pierre-Henry avec Variation pour une porte et un soupir en 1963, et vous avez chez le cinéaste Robert Bresson, dont j'ai parlé la fois dernière longuement, dans certains de ses films, comme Un condamné à mort s'est échappé en 1956 ou L'Argent en 1983, véritablement des concerts de portes battantes. Vous avez également la même chose chez René dans Muriel ou L'Éternel Retour. Alors, c'est une formule un peu rapide, mais bon, je l'ai développée dans d'autres textes. On pourrait même penser que d'une certaine façon, la métaphore de la porte au cinéma compte pour le son, un peu comme en peinture, pour Alberti, la métaphore du tableau, c'était la fenêtre. La fenêtre pour la peinture, en tant que métaphore du tableau, tandis que pour le cinéma, effectivement, la question de la porte est un élément extrêmement intéressant, parce qu'au-delà du cadre de l'image à laquelle il renvoie, il a toujours posé cette question de grincement possible, en tout cas de son. Bref, pour en revenir à Dubbing, mais tout de même ce n'est pas un hasard, tout le début du film est constitué d'une longue entrée dans le champ de l'image de la dizaine de doubleurs qui le composent. Pour en revenir donc à Dubbing de Pierre Huyghe, le spectateur voit l'intrigue à travers la voix de ses personnages et il imagine donc cette histoire sans en voir les images. Le spectateur se figure, imagine ce que les doubleurs voient à travers ce qu'il en entend. Or, cet espace réinventé dans le cadre du film et dans l'imaginaire est lui-même doublé par le temps, la bande de texte qui défile, comme des sous-titres. Alors, on ne le voit pas sur ce photogramme, mais c'est toute la partie inférieure de l'image. La bande de texte qui défile comme des sous-titres et le son qui résulte de sa lecture contribuent à créer cette mise en abîme de l'image, du texte, du son et du temps. C'est ce même voyage dans le temps que nous propose Blanche-Neige, Lucie, en 1997, toujours de Pierre Huyghe. Ce film de Pierre Huyghe présente cette fois le combat de Lucie Dolène. Alors, Lucie Dolène, c'était la voix française du dessin animé Blanche-Neige de Walt Disney. Donc, Lucie Dolène, la voix française du film, qui a mené un combat, qui a eu à mener un combat avec la firme Walt Disney pour récupérer ses droits d'auteur sur sa voix et sur son chant. Alors si on retrouve dans ce film l'imaginaire, l'onirisme ou le conte propre à l'univers de Pierre Huyghe, à nouveau il est question de déphasage, une voix, un chant, une doublure, et dans le temps mélancolique d'une histoire d'un cinéma révolu, cette figure du contrepoint va ici jusqu'à la perte du sujet, jusqu'à sa séparation de lui-même, séparation absolue, sonore, corporelle, visuelle et aussi juridique, puisque le personnage est en procès pour récupérer les droits sur sa voix. Le personnage est dépossédé de sa propre voix et tentera de la récupérer comme, si on peut dire, dans un raccord cinéma. Alors, pour Pierre Huyghe, cette finesse du son à travers la doublure est importante. S'il y a, pour continuer dans la vidéo, un autre artiste qui a une œuvre vidéo conséquente et pour lequel le son est important, c'est donc Christian Marclay. Alors, l'œuvre plastique et sonore de Christian Marclay traverse la thématique musicale en résultant, par exemple, de performances
lors desquels Christian Marclay joue de la phonoguitare, c'est-à-dire un instrument constitué d'un tourne-disque dont il joue comme d'une guitare. Donc là, cette photographie date de 1982, et pour les amateurs de musique expérimentale, d'une certaine manière, enfin, dans les années 80, Christian Marclay était plus connu pour ses contributions à la scène underground new-yorkaise, notamment autour de John Zorn, pour ceux qui s'intéressent à cette musique extrêmement inventive, post-free jazz, et également matinée de rock expérimental, de post-rock. Donc Christian Marclay apparaissait sur de nombreux disques, justement avec sa phonoguitare ou avec un travail de sampleur. Il avait fait les Beaux-Arts, mais c'est d'abord cette scène expérimentale, musicale, qu'il a fait connaître, post-punk. Et très vite, dans son œuvre de plasticien, qui est sa formation aussi de départ, il va continuellement prendre l'élément sonore comme matériau plastique. Alors on va le retrouver aussi bien dans des assemblages ou des installations de disques vinyles ou de CD, comme ici, avec l'installation Footsteps, qui sont donc tout un parterre, des traces de pas, comme un parterre de CD. Il a également fait cette installation avec des disques vinyles, mais aussi des installations de cassettes magnétiques, alors Mobius, Loop, donc référence à la bande sans intérieur ni extérieur de Mobius, donc en 1994. Des vidéos, enfin, parfois basées sur le collage et le montage de films classiques hollywoodiens où la thématique sonore est encore centrale. De ce point de vue-là, une œuvre virtuose, on fait de nombreuses œuvres virtuoses. Celle-ci est particulièrement intéressante. Il s'agit de Téléphone en 1995. Il a réuni dans un certain nombre de films hollywoodiens des conversations téléphoniques. Et ensuite, une fois réunis, il les a totalement désassemblés, véritablement comme un travail de sémiologue. Il les a désassemblés et ensuite réunis selon un autre ordre, c'est-à-dire qu'il a mis bout à bout, pour toutes ces scènes, d'abord le moment où le téléphone sonne, ensuite le moment où l'un des personnages entend le téléphone qui sonne, ensuite le moment où l'autre personnage au bout du fil attend que celui à qui il téléphone décroche, et ainsi de suite. Et vous avez, à travers cet élément de montage très simple, une espèce de variation extrêmement subtile sur la sémiologie de l'image, c'est-à-dire qu'en fonction du registre du film d'aventure, thriller, film d'espionnage, film d'amour, mélodrame, etc., on voit comment l'image est totalement prise en charge très différemment du point de vue esthétique et du point de vue stylistique, et c'est d'une grande virtuosité et également d'un très grand enseignement sur la manière de filmer à travers une scène a priori aussi anodine que peut l'être une conversation téléphonique, mais dans bien des cas, au téléphone, c'est un lieu de dramaturgie intense. Alors justement, il a fait ensuite une pièce qui s'intitule Up and Out, en 1998. Ce sont les images du film Blow Up d'Antonioni. Alors pour ceux qui ont vu le film, c'est un classique de l'histoire du cinéma. Dans Blow Up, effectivement, nous avons l'histoire d'un photographe qui est à la recherche de la vérité d'une image. Et ensuite, plus tardivement, une quinzaine d'années après, Brian De Palma a fait l'adaptation de Blow Up, mais non pas du point de vue photographique, mais du point de vue du son. C'est-à-dire au personnage du photographe de Blow Up, donc dans le film de Brian De Palma qui s'intitule Blow Out, donc lui est substitué un ingénieur du son. Et l'ingénieur du son, en l'occurrence interprété par John Travolta, qui enregistre un son qui lui semble être, qui est celui d'un accident, mais derrière ce son, il lui semble entendre la réalité d'un meurtre. Et donc, De Palma revisite le film d'Antonioni, mais là où c'est extrêmement fin chez De Palma, c'est qu'il revisite non pas dans le domaine du photographique, mais dans le domaine du phonographique, du sonore. J'ai longuement insisté sur ce rapport photographie-phonographie la fois dernière.
Et donc, Christian Marclay va joindre les deux films, d'une certaine manière. Il va projeter les images de Blow Up et en même temps va diffuser la bande-son de Blow Out et voir à quel moment il y a des raccords possibles ou impossibles. Et c'est donc un dispositif très simple, en fait. Projeter le son d'un film sur les images d'un autre, sauf que l'un est la citation de l'autre. Alors, quels sont les raccords? Voilà. Autant de dispositifs auquel Christian Marclay est particulièrement attentif. Alors, je vais parler de deux vidéos maintenant, et je vais vous montrer un extrait d'une vidéo aussi. Donc, il s'agira de Mixed Reviews, American Sign Language, 1999-2001, et ensuite Guitar Drag, 2000. Alors, ces deux vidéos font apparaître par-delà le filtre conceptuel du son une relation tortueuse au corps qui, par ailleurs, traverse l'ensemble de son œuvre. Donc, dans Guitar Drag, Christian Marclay filme une guitare Fender qui est reliée par une corde à un puissant ampli fixé à un camion. Cette guitare, qui est traînée violemment à terre, est en premier lieu une référence directe au lynchage, un meurtre raciste qui a eu lieu 2 ans auparavant sur cette route du Texas que cette vidéo filme. Et donc nous allons voir la métaphore, d'une certaine manière, que peut représenter cette scène. C'était un extrait. Donc là, ça, je puisse sortir. C'était un extrait de cette vidéo. Donc, référence donc à un lynchage. Donc, on voit l'analogie suggérée à travers un corps qui serait ainsi fracassé sur la route et cette guitare. Plus loin dans le film, le camion prend de la vitesse et la guitare vole en éclats. C'est extrêmement violent. Sur le camion, il y a un amplificateur et le noise du son, de la distorsion, est extrêmement impressionnant. Alors, donc d'abord, ce registre politique, dénonciation d'un crime raciste sur une route du Texas, mais aussi métaphore et relation entre la guitare et le corps, et ensuite une production in fine, une production bruitiste, sonore, à laquelle nous arrivons. Il y a un élément aussi important à noter, ça j'y reviendrai dans notre dernière séance, j'en profite pour le signaler, qui sera consacré à la musique, c'est la très étonnante, sinon systématique, du moins régulière, destruction d'instruments de musique que font les artistes plasticiens. Là, il y a quelque chose d'assez troublant, et qui apparaît très vite d'ailleurs. Enfin, j'ai envie de dire que même dans dès l'œil andalou de Buñuel, si vous vous souvenez de cette scène invraisemblable où un piano est passé à tabac, enfin, et jusqu'à l'art conceptuel et au post-rock, qui est véritablement un lieu de recherche pour les artistes, les instruments vont être régulièrement détruits. Et alors on essaiera d'avancer des hypothèses d'analyse.
il est certain qu'il y a une relation très forte entre l'instrument de musique et le corps. J'y reviendrai dans un moment. Alors, chez Marclay, cette relation au corps, elle est tortueuse, elle est complexe. Je donnerai d'autres pièces dans un moment. Dans une autre vidéo, qui s'intitule Mixed Reviews, American Sign Language. Cette fois-ci, c'est un acteur sourd, Jonathan Hall Kovacs, qui interprète dans le langage des signes une compilation d'articles de presse qui sont des critiques musicales. Donc, il y a tout un ensemble de traductions de signes. Cette interprétation a donc pour point de départ un texte qui est lui-même une traduction, des sons en mots, ensuite traduits en langage des signes, sans pouvoir pour autant se référer à l'original musical, puisque l'interprète est malentendant. C'est une fois de plus pour l'artiste un travail sur les translations sémiologiques, en l'occurrence texte, son, image, mais aussi sur la forme chaotique des gestes, sur fond monochrome, qui se donne peut-être à lire comme les mouvements d'une chorégraphie hypnotique et contrariée. Au départ, il y a la difficulté à entendre. Alors, cette vidéo qui nous entretient de l'impossible et du possible entre le langage et le corps fait alors songer à la série de Christian Marclay du début des années 90, Body Mix, précisément faite avec des disques vinyles. Donc vous voyez qu'il prend 3 disques vinyles, il reconstruit un personnage à partir de fragments de disques que l'on peut connaître, réagencés, figurant dès lors des corps de stars démontés, coupés, remontés. Alors il y a évidemment un aspect ludique qui consiste à découvrir quel disque se cache derrière tel vinyle. Mais au-delà de ça, il y a une espèce de jeu de découpe, de dislocation métaphorique également de la langue, désarticuler le langage du corps pour démonter le corps du langage. Je vous renvoie à l'artiste surréaliste qui a énormément travaillé sur cette question, c'est Hans Bellmer avec la poupée, et dont de nombreuses analyses ont montré comment finalement la déconstruction du langage de la poupée chez Bellmer, cette déconstruction du langage du corps était en fait une déconstruction du corps du langage. On terminera donc le petit parcours dans la vidéo avec Pipilotiriste. Donc deux photogrammes de vidéo, I am not the girl who misses much, et ensuite Ever is of all. Alors ces 2 photogrammes montrent finalement une œuvre que vous connaissez, qui sont des œuvres des années 80 et 90, et avec cette préoccupation importante pour le chromatisme, pour une couleur pop très importante. Et ce travail sur la couleur qu'il y a dans cette vidéo nous conduit à poser une dernière question tout à fait passionnante, qui est au cœur aussi de nos rencontres. Le son à l'écran peut-il produire de la couleur ? Alors, dans l'œuvre de Pipilotiriste, le champ d'application de la couleur à l'image passe prioritairement par une esthétique pop, et pour construire le rapport chromatique du tissu visuel et sonore par une recherche sur la matière et la granularité de l'image. Toutefois, il existe d'autres stratégies très intéressantes pour rechercher l'effet de couleur du son. Aussi, je citerai pour conclure Michel Fano, alors compositeur, musicologue, qui a travaillé à de nombreuses reprises avec l'écrivain et cinéaste Alain Robbe-Grillet. Donc Michel Fano parle du travail, en l'occurrence de cinéaste, de Robbe-Grillet. À propos d'un film dont il avait fait la partition sonore, c'était la formule de Fano, partition sonore, en l'occurrence Glissement progressif du plaisir, en 1974. Je cite Michel Fano. « Je crois qu'on peut considérer la totalité des sons d'un film comme une palette, en effet, mais pas au sens de la correspondance des couleurs. Ainsi, dans le film Glissement progressif du plaisir, Alain Robbe-Grillet m'avait dit, pour un film qui est basé sur le rouge du vin, le rouge du sang, il faudrait faire un thème sonore rouge. Alors je lui ai cité la célèbre phrase de Stravinsky, la musique n'exprime qu'elle-même. Un thème sonore rouge. Comment créer cela ? Ce qu'il est possible de proposer, comme l'a si magistralement fait Wagner,
c'est affecter le même type de matériau musical chaque fois que cette couleur arrive à l'écran. C'est comme le thème de l'élixir dans Tristan et Isolde. Chaque fois qu'il est question de l'élixir, on entend ce thème. Donc l'auditeur se dit qu'il le représente. Mais cela fonctionne plutôt par affectation, par étiquetage. C'est finalement ainsi que nous avons procédé. Voilà, donc c'est extrêmement intéressant, cette dimension stratégique, si on veut. Il s'agit de percevoir dans le rapport couleur-son, non pas le son comme un élément séparé de l'image, dont la perception subjective fusionnerait ensuite et possiblement avec le visible, mais comme un élément qui, imbriqué dans l'image, en complète ou en prolonge, comme une vibration, la poétique et surtout la sémantique, le sens. Donc cela fonctionne par étiquetage. L'image qui se présente à l'écran est alors constamment connotée par la bande-son. À l'image présente s'associe l'image mentale née de l'écoute et du son. Or, nous allons précisément rester dans le domaine des images mentales sonores. Alors, avec la question de la fiction, de l'importance de la fiction sonore dans l'art contemporain. Et pour cela, je vais faire un détour par la radio. A priori, la radio, si on regarde les choses de manière littérale, n'a à voir avec notre sujet que d'un point de vue journalistique. La radio serait, au mieux un documentaire, au plus rapide des flashs journalistiques qui parlent de l'art contemporain, éventuellement des entretiens, des analyses, et donc avec la radio, cela est restitué dans le domaine du son. Or, il y a à la fois des données socio-historiques, en l'occurrence la question des techniques et des médias, mais aussi des concepts innervant l'art contemporain, l'imaginaire, le langage ou la fiction, qui vont donner à penser autrement, au cours du XXe siècle, la radio, et qui va devenir finalement, un peu de manière presque clandestine, assez discrète, un médium plastique à part entière. Il faudrait alors en revenir à ce que je disais la fois dernière sur cette distinction entre la photographie et le photographique. Et donc il faudrait distinguer la radiophonie et le radiophonique, c'est-à-dire la radiophonie en tant qu'élément de transmission, j'ai presque envie de dire média communicationnel, et à côté le radiophonique, qui là ne serait plus un média, mais serait beaucoup plus un médium. Et à ce moment-là, on s'intéresse aux priorités du radiophonique, à ses principes, ce qu'il est en lui-même, sa relation à l'espace et au temps, sa relation à l'imaginaire. Donc d'une certaine façon, il ne faudrait pas s'intéresser à la radiophonie pour la seule écoute qu'elle rend possible, même si celle-ci est importante, mais aussi pour tout ce qu'elle véhicule par en dessous. Et je vais y venir. Il y a aussi un autre aspect qui est intéressant dans mon sujet, enfin, en tout cas qui m'a depuis le début passionné sur cette question, c'est une méthode de travail. Et la radio permettait de penser le son. Je m'explique. Quand on est ainsi sur un domaine entre les arts, il est par définition très ouvert, mais aussi il pose des questions de méthodologie. Il faut être rigoureux et tout de même savoir un peu comment on peut avancer avec rigueur en métissant ainsi les signes. Alors, la radio me permettait de penser le son, parce que la radio, d'une certaine manière, elle n'était que le son. Et tous les sons, de la musique, de la voix, du bruit, des souffles, des silences, hors visualité. D'une certaine manière, il a toute la gamme des sons et toutes ces déclinaisons possibles dans le champ radiophonique. Et puis, précisément, elle n'est que du son. Et ce caractère lacunaire, un peu comme la photographie n'est qu'une photographie, n'est que de la photo, ce caractère lacunaire donnait la possibilité de penser le son pour lui-même. En outre, avec la radio, il y a à la fois la possibilité de l'enregistrement, et donc de penser le son enregistré, ce qui pose tout de même des questions de temporalité extrêmement fécondes et riches, mais aussi de penser le son dans son direct, cette fois-ci, comme une voix vivante, vibrante, presque comme
comme un artiste lyrique sur scène. Donc, il y avait toute cette déclinaison de sonore, cette richesse, mais en même temps dans la retenue d'un médium qui n'est que du son. Et ça devenait intéressant pour penser ces priorités qui, comme on va le voir, peuvent convoquer récits sonores et images mentales, sonorité d'un langage appréhendé par les artistes comme concept, plasticité, utopie, fiction des sons du langage lui-même, et puis introduction à la poésie sonore. Tout cela constitue un moment à l'approche aussi de la fiction du son. Parce qu'avec les avant-gardes du XXe siècle, certaines œuvres d'art ont été faites en liaison avec les dispositifs radiophoniques et selon des modalités si précises, différentes aussi, que la radiophonie, média de communication, est devenue un médium autonome de l'histoire des arts sonores. Ce sera d'une certaine façon le premier leitmotiv de notre rencontre autour de cette radio. Je terminerai, vous verrez de quelle façon, mais là on va passer finalement de la radio en tant que média à la radio en tant que médium. Médium au sens où on en parle dans les arts plastiques, le support pour lui-même. Alors, je ne vais évidemment pas traiter ce sujet du point de vue de la création radiophonique, celle que vous pouvez entendre au sein de France Culture, de France Musique, ou bien au sein de radios privées associatives de recherche, de web radio, ou encore également de radios créées au sein des écoles d'art, comme il en existe de nombreuses maintenant, comme vous le savez. En revanche, je citerai des propositions d'artistes offrant des croisements structurels qui de fait articulent le radiophonique et l'art. Alors, on va commencer avec le plus fameux probablement, Oracle de Robert Rauschenberg, 1962-1965, une sculpture interactive constituée de structures de récupération en tôle galvanisée, tuyaux, portières de voitures, baignoires avec douche, escaliers, montants de fenêtres. Dans cette dernière installation d'objets bruts, chacun monté sur roulette et comportant une batterie, un poste de radioémetteur et un haut-parleur, un système radiophonique capte dans une discrète et subtile cacophonie les émissions du lieu où l'œuvre est exposée. Oracle, que Rauschenberg a réalisé avec l'ingénieur Billy Clover, propose l'aboutissement d'une recherche sur des collages sonores qui figurent, détournés parasites, le contrepoint des collages visuels de cet assemblage spatial d'objets quotidiens et littéraux. La radiophonie, le radiophonique, y suggère une esthétique de l'urbanité, paysage contemporain à l'horizon fracassé, disloqué, broyé, dans des tôles compressées et le brouillage radio. Alors, bon, le temps passant trop vite, je ne pourrais pas vous faire écouter cette pièce, mais elle est extrêmement intéressante. C'est Zona Radio de Maurizio Nanucci. Il s'agit en fait d'une anthologie, donc c'est un CD, qui est constitué d'une anthologie uniquement d'œuvres sonores d'artistes contemporains. Donc de Chris Burden à Louise Bourgeois, de Christian Boltanski jusqu'à Christine Oppenheim, des artistes contemporains qui, pour chacun d'eux, chacun a une relation très différente au son. Parfois, elle peut être musicale. Il y a une pièce Basquiat, Jean-Michel Basquiat avait un groupe, donc il y a une musique de Basquiat. Parfois, ça peut être très musical. Parfois, ça peut être plus je dirais, anecdotique, comme les chansonnettes de Boltanski, qui ont son importance dans son œuvre, mais bon, ça reste tout de même assez simple. Parfois, c'est plus sophistiqué, par exemple comme Christine Oppenheim, qui a vraiment une œuvre autour du chant et autour de la voix. Parfois, c'est plus ponctuel, comme Louise Bourgeois. Bref, en tout cas, c'est très nombreuses œuvres constituées dans cette collecte, cette anthologie d'œuvres sonores d'artistes, qui en montrent d'ailleurs toute la variété et tous les possibles. Mais nous ne nous arrêtons pas à la question de l'anthologie. Tout est pris dans le concept de radio, c'est-à-dire qu'il y a un générique qui ouvre et qui ferme le CD, un générique construit comme une radio et qui va d'ailleurs jusqu'au titre lui-même, Zona Radio. Donc on voit que la poétique de la radio est également l'élément qui va finalement englober, enserrer tout ce monde sonore, programmation, titre, programmation également dans le déroulé. Il ne s'agit pas d'œuvres présentées de manière aléatoire. Continuons. En 2008, l'artiste Raphaël Lozano-Emmer a quant à lui proposé l'exposition Frequency and Volume au Barbican Center de Londres. Donc en transformant l'espace d'exposition en un monumental environnement interactif composé de 48 radios qui simultanément pouvaient diffuser différentes stations radiophoniques, créant ainsi visuellement le spectre sonore mobile en fonction de la position du spectateur dans la ville de Londres. Continuons
Voilà, continuons cet inventaire avec maintenant une œuvre d'un cinéaste, d'un musicien, excusez-moi, Mika Väinö et Labo. Mika Väinö est un des musiciens du groupe Pansonic. Et donc, pour le festival City Sonic en Belgique, il a construit un environnement sonore avec des postes vintage. Donc là, ce que vous voyez n'est pas lié à cette installation. Dans cette installation dont vous venez de voir le petit film, Mika Väinö et Labo, cette installation s'intitule 2 fois 540 kHz, une installation qui est constituée de 6 postes radio vintage, éclairés dans l'obscurité par des socles de bois sur lesquels ils étaient déposés. Des compositions en boucle émises sur la longueur d'onde 540 kHz produisaient une spatialisation sonore faite de bourdonnements, de souffles et de l'envol imaginaire de ces objets utopiques. Donc vous voyez que c'est un élément poétique, c'est un élément technique, c'est également un élément évidemment de création sonore. Donc tout se combine autour de cet objet radiophonique qui peut également donner lieu à des processus. C'est par exemple ce que fait l'artiste Gregory Whitehead, qui donc a commencé au début des années 1990 à constituer The International Institute for Screamscape. C'est-à-dire il étudie le cri, des études de cri. Donc il produit tout un ensemble de collectes sur l'idée de cri, une collecte de cri qui trouve donc dans la radio leur outil d'enregistrement et de diffusion. Et différemment, en Allemagne, en 2003, le collectif Ligna réalise Radio Ballette. C'est un photogramme que vous voyez ici même. Des auditeurs y exécutent les ordres transmis par une radio qu'ils tiennent à la main. La radio, débordant de l'espace privé, devient alors un moteur politique et chorégraphique pour donner forme à une écoute dans un espace public et participatif. Alors, bon, là donc, encore une fois, la rencontre d'aujourd'hui s'intitule Figure des pratiques sonores dans l'art contemporain. Donc il y a forcément cette idée d'inventaire un peu très, très riche et variée. Mais ce qui est intéressant, c'est de réfléchir aussi à ce qui motive cet emploi et cette exploration de l'outil radiophonique. Alors, a priori, dans les exemples que l'on va voir et que l'on développera aujourd'hui ou la fois prochaine, parce que c'est très lié à la musique aussi, il y a la question de la spatialisation. La spatialisation du sonore reste dans bien des cas l'un des vecteurs du transfert du radiophonique dans le champ de l'art. Ça permet d'une certaine façon d'inventer de nouveaux espaces. J'y reviendrai ultérieurement. Mais il n'en demeure pas moins que
la radio, c'est aussi le sens de la fiction, l'idée de l'histoire, l'idée du récit et la question du langage. Quand vous reportez aux théoriciens de la radio, enfin, quelqu'un comme Pierre Schaeffer, donc, créateur de la musique concrète avec Pierre Henry, mais aussi homme de radio, il a théorisé cette question du récit radiophonique dans un essai qui s'intitule Du studio au club d'essai en 1942 et 1952. Et il développe donc un ensemble de thèmes opératoires pour faire du récit sonore, penser le récit. Une œuvre constituée avec ses modalités, donc une œuvre radiophonique, constituée de ses modalités de mise en scène et de production, ses conséquences sur l'écoute, sa réception, acoustique, dramaturgique, imaginaire. Alors, les fondations de la fiction sonore sont alors posées, et par-delà l'évolution des techniques et des dispositifs, comme le passage de l'analogique au numérique, de la bande magnétique au flashcode, cela continue de structurer l'univers poétique de la radio. À propos du flashcode, je fais référence à une expérience réalisée par le producteur Thomas Baumgartner, qui en 2015 a travaillé sur une application de réalité augmentée qui proposait des récits radiophoniques géolocalisés en son 3D dans les parcs et les jardins de Paris. Donc avec le flashcode, on déclenchait des fictions que l'on pouvait écouter sur les bancs de Paris, dans les squares parisiens. Alors cette question de la fiction, elle intéresse également les artistes contemporains. On va prendre le cas de deux artistes dont, encore une fois, la position dans l'art contemporain est intimement liée à la question de la fiction, mais aussi à la question du radiophonique, qui, sans pour autant être leur médium, est tout de même à l'origine de la construction et des dispositifs qu'ils mettent en place. C'est par exemple le cas de Dominique Petitgan, qui est un créateur de fiction invisible, inscrite dans les mises en espace d'un dispositif essentiellement constitué d'enceintes acoustiques, adaptées suivant un protocole précis à des lieux de diffusion souvent vides et qui procède de la perception mentale que, bien sûr, l'auteur a de ce récit. Son écoute, sa possible figuration. Un monde de fiction déconstruite, éclaté, dispersé, séparé, comme le sont leurs points d'écoute, les haut-parleurs qui les diffusent, et qui sont vraiment tout le travail sur la spatialisation qu'ils réalisent. Alors je cite Dominique Petitgan, « Quand quelque chose en nous, écrit Petitgan, prend le dessus, se saisit des manettes, temporise et dirige notre expression, les mots qui viennent sont plus justes et la voix est blanche. La voix blanche est une forme. C'est principalement la forme que je travaille. Mes pièces sont des armoires à voix blanche. La voix blanche peut être enregistrée, stoppée, reprise et creusée par les silences. » Fin de citation. Donc compose ces récits distendus et élastiques des voix, des langues, la parole et ses montages potentiels, ses découpes et ses superpositions, le silence qui habite le son, une fiction improbable, chaotique, brisée, que l'auditeur, cheminant dans la salle d'exposition, doit reconstituer, parfois inventer pour trouver la continuité temporelle qui lui appartiendrait. Dans une certaine filiation du nouveau roman, du réel à l'abstraction, quelque chose se soustrait progressivement du langage et du sonore pour aller au vif, précisément du langage et de l'écoute. Alors différemment, l'œuvre d'Emmanuel Lagarrigue est quant à elle souvent conçue autour d'une fiction, empreinte d'une relation incarnée au cinéma ou à la littérature. Il a travaillé à partir de Coltès ou à partir de Georges Perec. Avec Speaking for Us, cette pièce de 2005, Emmanuel Lagarrigue a réalisé une sculpture sonore faite de minuscules haut-parleurs empilés les uns sur les autres, si bien qu'il dessine une ligne osseuse qui a sa propre taille, autant dire une silhouette qui en fait une espèce d'autoportrait, on a envie de dire un audio-portrait. Si les voix et le langage qui la constituent ne sont pas littéralement audibles, il procède néanmoins d'une allégorie du langage sonore. Cette œuvre l'expérimente souvent à travers des sculptures énigmatiques, en lui insufflant des notions dramaturgiques d'absence, de regret ou de disparition. Alors, au regard de cette veine plus littéraire, même si je pense que le mot est inapproprié, il est vraiment trompeur, enfin, il ne s'agit pas d'une approche littéraire radiophonique, car en fait il s'agit plus d'un travail sur la spatialisation, sur la matière, sur la granularité du langage et sa visualisation mentale. Quoi qu'il en soit, il existe une autre perspective qui consiste à explorer le langage d'un point de vue sonore, c'est la poésie sonore précisément.
Alors, dans Poésie sonore internationale, son anthologie de 1979, Henri Chopin présente la poésie sonore comme, je cite parce que c'est important, c'est une excellente définition qui nous aide à comprendre la poésie sonore, comme une action visant à désolidariser le langage du sens, dans l'exploration de la seule potentialité sonore du langage. Vous prenez des mots, vous en retirez leur sens, mais vous gardez leur son. Puis après, vous combinez tout cela. On arrive à des situations complexes. Alors, Henri Chopin précise alors que ce mouvement prend sa source dans le dadaïsme avec Hugo Boll et Raoul Haussmann, et bien sûr avec la Ursonate de Schwitters, ce qu'on a écouté dans la première séance, qu'on considère évidemment comme une pièce essentielle, et puis ce mouvement sera ensuite constitué à partir de la décennie 1950 de travaux de William Burroughs, de Brian Gysin, et puis bien sûr du lettrisme et des avant-gardes d'Isidore Isou et de Maurice Lemaître. La performance, ensuite, croisera constamment les arts plastiques qui, finalement, seront souvent la surface d'intervention de la poésie sonore. Les arts plastiques seront sa zone élective de création dans une dynamique où le langage est récit, fiction, utopie, réflexion du son, du langage. Alors, Bernard Heidsieck et sa poésie-action, en 2011, est un des maîtres de ce champ, la poésie-action ou poésie-performance, qui est l'une des pratiques artistiques contemporaines, qui se trouve donc à la confluence de l'art de la performance, de la lecture performée et donc de la poésie sonore. Alors, dans cette histoire, dans notre histoire, de ce soir, il est beaucoup question de corps sonore. Mais le corps sonore, je voudrais l'entendre de deux façons. D'abord, il y a l'idée de corps, de corporalité de notre corps, de corps émetteur qui demeure une production de son. Et aussi, s'il y a le corps émetteur, il y a aussi le corps capteur qui entend les sons. Tous deux, corps diffuseur et corps capteur, ayant à traiter une variété infinie de sonorités, intérieures ou extérieures à notre corps, incarnées, construites ou involontaires, issues du langage ou récusant le langage. Or, ces corps sont à chaque fois émetteurs ou auditeurs de sons qui eux-mêmes peuvent être considérés comme des corps autonomes. Car l'expression certes métaphorique maintenant de corps sonore figure l'entité cohérente et organique des sons eux-mêmes, des sons pour eux-mêmes, tels qu'en 1966, dans le Traité des objets musicaux, Pierre Schaeffer les a définis avec le terme d'objet sonore. La part métaphorique de l'expression de corps sonore rencontre alors l'évidence d'une expérience par ses vibrations, ses microstructures ou son amplitude. Le son fonctionne comme un corps en quelque sorte, un corps autonome, complexe, évolutif, autogénératif, à la fois percevant et perçu. Expérimenter le son, c'est donc explorer sa matière, sa plasticité, les propriétés spatio-temporelles qu'il développe, sa déconstruction et son éclatement comme sa granularité. Alors, pour commencer, la voix. La voix, parce que selon la belle formule de Gilles Deleuze dans Logique du sens, la voix, elle a cessé d'être un bruit, mais elle n'est pas encore un langage. Et aussi parce que son objet, son corps sonore, demeure un point d'ancrage dans le domaine des arts plastiques. La voix introduit donc à une histoire de notre corps sonore. Alors, la vidéo est un peu longue, on va juste voir un extrait, mais tout de même, elle est importante. C'est la vidéo Médiation de Gary Hill. J'ai un petit film de 4 minutes. SNARC présente une vidéo de Gary Hill. Toutes les vidéos de Gary Hill jouent sur le rapport entre le langage et l'image. Médiation ne fait pas exception. Speaker, a voice speaks out loud. A loud speaker lauds a voice, out loud, out of bounds from the picture. A picture of a speaker. A hand
enters the picture. A voice enters the hand. A hand bearing tidings. Tidings of a bare hand. A voice in the hand is worth two in the sand. A hand enters the picture. A picture's worthless without words. Within words speak voices. A voice peeks through a voice. A voice bears a voice bearing voices. Voice burials. Voice burials. A bare voice lies in the sand. Bon, je m'excuse, mais je vais arrêter parce que, hélas, le temps file trop vite, et puis comme ça, on restera dans la logique de ne montrer qu'un extrait de l'œuvre. En fait, comme vous l'avez compris, et certainement vous connaissez ce classique de la vidéo, il s'agit donc d'une membrane d'une enceinte acoustique donc, qui est filmée en plan fixe, et tandis que nous avançons, une main dépose des grains de sable sur la voix, et nous allons finir par nous retrouver dans une situation où la voix sera totalement étouffée par le sable. Donc, il y a cette analogie, enfin, Gary est très instruit des textes de Roland Barthes, de Derrida, et donc l'idée du grain de la voix et des grains de sable, c'est quelque chose qui l'a aussi motivé pour faire cette œuvre, qui se termine par une voix qui disparaît donc sous le poids du sable, et en même temps sous le poids d'elle-même, si on veut considérer donc cette granularité comme vecteur. Alors, ça nous renvoie aussi à ce qu'est fondamentalement cette notion de voix, c'est-à-dire quelque chose entre la présence et l'absence. Derrida en parlait magnifiquement dans La voix et le phénomène. La voix, c'est mon corps hors de lui-même. C'est mon corps qui n'est plus lui-même. Il y a ce jeu très particulier, finalement, avec la voix, qui est la représentation même de notre corps et même de notre histoire, tout en étant totalement coupé de nous. Et donc on peut mesurer de fait ce travail sur la voix pour des artistes, si on prend donc toute son étoffe, si l'on veut, cette étoffe déconstruite proposée dans cette vidéo, cette déconstruction, mais qui en même temps finit de la rendre charnelle et prégnante, jusqu'à aujourd'hui dans un film comme Her de Spike Jonze, que vous avez peut-être certainement vu. En tout cas, je vous invite à voir cette histoire tout à fait bouleversante, cette histoire d'amour entre un homme seul et une voix de femme, mais une voix numérique, une voix codée sans corps, une intelligence artificielle, et qui interroge formidablement la relation au corps virtuel à travers une voix qui est une voix de synthèse et en même temps une voix totalement de fantasme. Donc on voit comment cette voix, dans sa matière à être déconstruite, est aussi une question d'image en réalité. Alors je vais avancer un petit peu pour rester sur notre idée de corps, sur cette idée de corps avec différentes propositions. Bon, Charlotte Morman, c'est pour dans un petit moment, mais j'ai préparé l'image. Donc la multitude sonore produite par le corps apparaît vite dans l'histoire des avant-gardes comme inhérente ou connexe aux arts des sons. Donc dans Jours et feuillets, Jean Harpe écrit de la matière sonore de la Hourssonate que récite Schwitters lors des soirées dada. Il dit la chose suivante: il chantait, il triait, il murmurait, il grasseyait, il jubilait sa sonate présyllabique. Tandis que pour Pierre Schaeffer,
Composant avec Pierre-Henry la symphonie pour un homme seul en 1950, il écrit « Un homme seul possède bien plus que les 12 notes de la voix solfiée. Il crie, il siffle, il marche, il frappe du poing, il rit, il gémit, son cœur bat, son souffle s'accélère, il prononce des mots, lance des appels, et d'autres lui répondent. Il y a donc une infinie variété des sons que produit le corps. Souvenez-vous de John Cage, isolé en 1952 dans une chambre anéchoïque, une chambre sourde. Il essaie donc il est à l'université d'Harvard et il veut dépasser les limites du silence écoutable en un lieu et il s'aperçoit à ce moment-là comment amplifier la panoplie extrême des bruits de son propre corps et en l'occurrence son cœur qui bat de manière assourdissante. Bref, les mots qui relaient cette variété dans toute leur précision, leur impuissance et leur inventivité en transmettre l'expérience la multiplient encore, avec toujours le corps sonore du sujet émetteur, le corps sonore du sujet percevant, et entre eux, des combinaisons possibles déclinées sans fin dans de multiples pièces. Alors, on a le corps musicien, performance avec violoncelle de Charlotte Morman, ou encore, évidemment, les anthropométries de l'époque bleue et symphonie monotone silence d'Yves Klein en 1960. Puis nous avons les sonorités d'un corps burlesque. Alors, c'est très intéressant le corps burlesque. Alors l'exemple que j'ai pris n'est pas forcément le plus significatif dans ce merveilleux film de Jacques Tati, qui est mon oncle, mais mon oncle se regarde aussi avec les oreilles, si je puis dire. C'est une merveilleuse bande-son, et c'est ce que nous allons voir chez ce cinéaste qui, d'une certaine manière, procède d'un burlesque moderniste, et des bandes-sons que l'on oublie, qui sont d'une incroyable richesse, même si c'est tout autant le corps que le son domestique et les intérieurs. Là, notre coin. Du broc. Ah oui, nous avons l'air conditionné partout. Et il faut que je vous dise, tous les plans ont été dessinés à l'usine de mon mari. Oh, mais c'est original. On peut Je s'asseoir. vous en prie, c'est fait pour ça. Ah, mon steak. Bon, alors, 2, 4. Reculez-vous un peu. C'est pour le jus. Voilà, donc un extrait de... Donc, évidemment, dans le burlesque, et chez Tati en particulier, mais pas seulement, le corps, les sonorités du corps ou les sonorités avec lesquelles le corps a à se départir sont particulièrement significatifs et inventifs. Mais dans l'art contemporain, vous avez également... un ensemble de situations d'écoute qui finalement contraignent le corps ou le mettent dans des situations particulièrement contraignantes, avec une dimension de l'humour plus ou moins explicite. En tout cas, ce corps est toujours interrogé. Ce sont les cabines d'écoute de Vincent Eplé ou les écoutes à deux de Bernard Pourrières. Donc, on continue avec ce corps contraint qui finalement vit les sons de manière plus ou moins hostile. C'est Tsumae Tse qui va jouer du piano, les doigts bloqués avec des attelles, dans une pièce sur un clavier en 2001. Ou quand Lou Masduro va rentrer en transe, en dépit ou grâce à des attaches à son pied et à sa tête, dans Space Through Space, What You Hear Is Not a Test, en 2014. Et puis, on en revient
à ces corps déconstruits, torturés, meurtris par Christian Marclay, que je montrais tout à l'heure, mais aussi à des corps prothèses. Alors, c'est intéressant, la question de l'écoute et de la prothèse. Donc, ça me permet de parler d'une artiste très importante dans l'art sonore, qui est Kristina Kubic, qui en fait a inventé un système de casque. C'est un système de casque, en fait, qui détecte les sons que l'on n'entend pas, et tout particulièrement les ondes électromagnétiques dans lesquelles nous vivons. Donc, nous sommes entourés d'un monde électromagnétique et elle a inventé un casque qui passe son temps à détecter ces zones électromagnétiques. Donc, elle fait des promenades ou des situations dans des lieux dans le monde entier, soit à Rio, en Europe, aux États-Unis, elle se promène dans des villes, elle repère les différents champs magnétiques que son casque détecte, et ensuite elle établit une promenade en fonction de ces sons que l'on n'entend pas, mais qui ont de fait une conséquence aussi sur le corps, c'est que finalement ce sont des prothèses, enfin des excroissances d'oreilles qui permettent d'entendre ce que traditionnellement l'oreille nue n'entend pas. Pas mieux dire, à suivre, vous aurez bientôt les œuvres in situ. Et alors différemment, Stellark, qui lui, alors un autre type de prothèse, bon, lui, travaillant sur l'hybride entre le corps et la machine, le corps et la technologie, s'est fait greffer une oreille, enfin en tout cas une prothèse dans le bras. Voilà, donc il est intéressant de voir que souvent, ce sont les limites du son du corps qui sont expérimentées pour elles-mêmes, et si le cri, comme on l'a déjà dit, est un motif souvent dépeint, c'est ce que je disais dès notre première rencontre, c'est que les limites du corps et leurs transgressions sont régulièrement portées par le son. Telle expérience répétée des possibilités esthétiques, métaphysiques et transgressives des sons engage ainsi le corps percevant dans sa totalité, qui, ce faisant, devient espace et surtout lui appartient. Alors, comme toujours, j'ai prévu un petit peu plus long que prévu. Donc, je vais toute ma partie sur l'espace, je la garderai. C'était intimement lié à la question de la musique aussi, parce que la musique est très intéressée les arts plastiques se sont aussi intéressés à la musique pour ces questions de spatialisation et inversement. Et je vais terminer finalement avec une thématique sur laquelle j'ai commencé. Souvenez-vous, je vous ai proposé l'idée que la radio était un média, ce qu'on entend quotidiennement, mais que pour les artistes contemporains, il pouvait être considéré comme un médium. À certains égards, il est aussi considéré comme médiumnique. Média, médium, médiumnique. Alors, ce sera ma conclusion, mais nous allons avant de vous la présenter, je vais vous montrer un extrait d'un film extrêmement passionnant d'un point de vue théorique, Orphée de Jean Cocteau. Passez-moi votre mouchoir. Il a l'air très blessé. Ne dites donc pas des choses inutiles. Nous tournons le dos à l'hôpital. Vous n'imaginez pas que je vais conduire cet enfant à l'hôpital? Ne le touchez pas. Mais ce jeune homme est mort. Quand vous occuperez-vous de ce qui vous regarde? Quand cesserez-vous de vous occuper des affaires des autres? C'est vous qui m'avez dit de monter dans votre voiture. Vous tairez-vous?
Prenez le chemin habituel. La radio. Le silence va plus vite à reculons. 3 fois. Le silence va plus vite à reculons. 3 fois. Je répète. Le silence va plus vite à reculons. 3 fois. Attention, écoute. Un seul verre d'eau éclaire le monde. Où 2 allons-nous? fois. Faudra-t-il que je vous oblige à vous taire? Un seul verre d'eau éclaire le monde. 2 fois. Je répète. Salut! Mais ce sont les hommes qui ont renversé ce gosse? Seriez-vous bête? Je vous prie de ne plus me poser de questions. Donc, Orphée de Jean Cocteau en 1950, la radio demeure le vecteur de transmission des messages codés de la poésie et de la mort. Attraction magnétique, relais énigmatique, la radio diffuse des messages cryptés d'outre-tombe que le personnage d'Orphée, interprété par Jean Marais, ici avec la mort, interprété par Maria Cazares, écoute sans pouvoir se détacher dans le volume noir d'une voiture. Plus tard, il y a une scène qui est également très importante où Orphée s'isole dans une voiture pour essayer de décrypter et d'entendre ces messages d'outre-tombe. Alors, un peu comme la photographie à ses débuts, qui avait potentiellement cette valeur crépusculaire médiumnique, hein. Il y a eu toute une tradition du photographique comme justement une image spirite. Donc, un peu sur ce principe, la radio est précisément parce qu'elle n'est que son, parce qu'elle n'est que sonore, on retombe sur cette qualité d'un art lacunaire, d'un art du manque. Donc elle a très vite cet intérêt, cet attrait pour les artistes ou les écrivains d'un médium qui mettrait en relation avec l'au-delà, les morts, les fantômes. Alors Raymond Roussel, dans l'Ocus Solus, en 1914, décrit le personnage de Lucius Écroïsard, inventeur d'un appareil acoustique lui restituant la voix de son enfant mort. Jean Cocteau, dans Radio City, évoque cette même sensation dans Le Château des Carpates de Jules Verne, qui, je cite, imagine de rendre un homme fou par l'entremise d'un coffret contenant la voix d'une cantatrice morte. Pierre-Henri et Pierre Schaeffer, dans Symphonie pour un homme seul, produisent une pièce au titre éloquent, prosopopée, quand la musicienne Eliane Radig compose de 1988 à 1993 la trilogie de la mort, une œuvre méditative, électrique et incandescente, un immatériel voyage sonore dans l'au-delà. Donc dans son livre majeur, Ocean of Sound, David Toupe, après avoir rappelé en ouverture du chapitre Rite funéraire que dans le second volume de ses mythologiques du miel aux cendres, Claude Lévi-Strauss associe les instruments générateurs de bruit à la mort, à la décomposition, au désordre social et à la rupture cosmique. Fin de citation. David Toupe développe l'idée de la supposée médiumnité du magnétophone. Alors je vais le citer, puis ce sera avec cette citation et un court développement que je terminerai. Le docteur Constantin Rodive, ancien élève de Carl Jung et autrefois professeur de psychologie aux universités d'Uppsala et de Riga, croyait qu'un magnétophone qu'on laissait tourner en enregistrement dans une pièce calme pouvait capturer les voix des morts. Ce phénomène, s'il existe, fut prophétisé par Thomas Edison, l'inventeur du phonographe, mais découvert à la fin des années 50 par un musicien également producteur de cinéma du nom de Friedrich Jürgenson. En amenant un magnétophone dans la campagne suédoise pour enregistrer des chants d'oiseaux, il saisit également de faibles conversations qui, de manière coïncidente ou pas, étaient des discussions ressemblant aux chants d'oiseaux de nuit. Ces voix psychophoniques sonnaient comme des essaims de parasites,
la discussion éthérée de poissons crapauds subliminaux capturés dans le babillage mondial des radiotransmissions urbaines mortes qui remplissent notre existence. Peut-être sont cela des esprits qui essaient de nous dire quelque chose, mais quoi? Donc on le voit, on est passé subrepticement en 1h15 de la radio comme média à la radio comme médium, à la radio et ses potentialités médiumniques. Encore une fois, mon analogie avec le photographique continue d'être opératoire, que ce soit chez Walter Benjamin ou chez Roland Barthes, dans la photographie, ce caractère crépusculaire et médiumnique de la photographie est particulièrement à l'œuvre. Et du côté phonographique, que ce soit chez Jules Verne, Thomas Edison ou Jean Cocteau, il y a cette même potentialité nécrophonique, si je puis me permettre d'employer ce terme que j'ai développé dans un de mes livres. Donc effectivement, on retrouve ces pratiques, par exemple, avec Anne-Véronica Janssen, qui à la nécropole et à l'église de Saint-Honorat des Alicants en Arles, a réalisé une espèce de brouillard qui se mixe cette fois avec la matérialité de la bande-son, aussi bien des oiseaux qui sont sur le lieu que de l'autour provençal. Et bref, dans l'art contemporain, le son, s'il est un médium, il est aussi, dans certains cas, et on a toute une panoplie d'artistes, si je puis dire, d'œuvres en tout cas, qui pense son approche médiumnique. Il traite alors de l'absence, converse avec l'irréel, l'invisible, commerce parfois avec les fantômes. Les voix y sont alors d'outre-tombe et le son devient spectral. Il y a donc un usage transmortem du son et une mystérieuse absence active dans l'aura des choses et au seuil du perceptible, l'onirisme crépusculaire des sonorités. Alors, il est vrai que c'est une des catégories que l'on peut développer, notamment autour de la très importante pratique du son en tant que support pour penser l'immatérialité, le silence, le vide, l'infini, les quatre éléments, sont également des thématiques très, très explorées par les artistes sur ce principe d'une nouvelle immatérialité, et de ce point de vue, effectivement, un son médiumnique y contribue. Voilà, j'en ai fini pour cette présentation, évidemment, totalement incomplète, mais en tout cas suffisamment significative, des pratiques sonores dans l'art contemporain qui montrent à quel point, de différentes façons, on aurait pu aborder aussi le politique, les machines ou l'utopie, le son est un vecteur véritablement opératoire de ces questions. La fois prochaine, nous parlerons de musique, même si j'y intégrerai aussi la question de la spatialisation, parce que je crois qu'elle est importante, c'est vraiment une question de sculpteur. Voilà, donc je vous remercie et à la prochaine fois. Donc on a un petit temps peut-être pour des questions, enfin un court temps. Ça n'était pas voulu. Merci pour cette troisième session. Donc on vous donne rendez-vous le jeudi 4 avril pour la dernière séance, le lien entre l'art contemporain et la musique. Et on en profitera aussi, on organise une table présentant différents ouvrages d'Alexandre Castan qui seront mis à la vente. Voilà, si vous voulez approfondir la question. Pardon ? Ici, c'est toujours ici. Voilà. Jeudi cette fois-ci. On finit par un jeudi. Oui, c'est un jeudi. Oui, la vente, oui, ça sera un jour. Très bien, merci. À la fois prochaine. Merci.